Je voudrais associer dans ce propos deux camarades qui n'ont pas pu effectivement s'associer à cette rencontre parce qu'ils étaient occupés par des responsabilités importantes et en déplacement et qui m'ont demandé de les représenter. Et je veux nommer donc des vieux copains de Gérard, Hervé Lebouc et Jean Rossi avec qui Gérard était en classe. Bon. Alors, juste quelques mots quand même sur Gérard avant qu'il ne nous fasse part de ses expériences et son cheminement du béton armé à la peinture abstraite. Pour vous dire que Gérard, c'est avant tout, je crois, un entrepreneur, un vrai, on va dire, quelqu'un d'exigeant, quelqu'un de passionné, qui ne fait pas les choses à moitié et qui a pour habitude qui aime bien se lancer des défis, quoi, des choses motivées avec des choses un peu haut de gamme. Alors, il faut se souvenir que c'est lui qui a lancé le tournoi de golf ETP dans les années 94, ce tournoi aujourd'hui qui en est à sa 17e ou 18e édition. C'est-à-dire que c'est Gérard qui a eu l'idée de dire voilà, ça s'est jamais fait, je vais le faire. Alors il y a eu quelques copains pour l'aider, mais bon voilà. Quand il a monté son bureau d'études il y a maintenant 30 ans, le fameux bureau d'études Cotec à Pantin, il s'était fixé comme challenge de dire un jour, je serai pilote en tant que maître d'œuvre d'un chantier où il y aura au moins 5 grues, je crois. 6 grues. Il y aura au moins 6 grues. C'était une espèce de... Et en fait, en 2002, sauf erreur, en 2002, avec la réalisation du siège social de Bouygues Offshore, il a réalisé... Il n'y avait que 5 grues. Il n'y en avait que 5. Bon, mais enfin, c'était... Bon. Donc voilà, donc typiquement, voilà le type de challenge qu'il aime bien. Et alors quand il a démarré il y a 10 ans cette nouvelle carrière d'artiste peintre, il a mis la barre assez haute puisque, tant que je me souviens de ses copains, on l'a tous un peu entendu, un jour j'exposerai dans une grande galerie à Londres ou à New York. Chapeau. Il n'y est pas encore, cela dit, exposé en pleine saison à Paris rue Cortambert, je veux dire que c'est quand même quelque chose de pas dégueulasse. Alors, vous allez le voir, Gérard, c'est vrai qu'aujourd'hui la peinture ça a pris beaucoup de place dans sa vie, une place un peu incontournable. Il y consacre une bonne moitié de son temps. L'autre moitié, si je puis dire, est quand même consacrée à veiller aux destinées de Cotec et à ses 40 collaborateurs, 40 collaborateurs. Mais enfin, vraiment là, il a une passion qu'il a saisie il y a 10 ans et qui ne peut pas s'empêcher de garder pour lui. Donc il faut vraiment qu'il la fasse partager, il faut qu'il en parle, je pense que quand Philippe et Evelyne ont discuté un peu de tout ça, l'idée de venir a été saisie, j'allais dire, avec enthousiasme, parce que voilà, c'est une manière pour lui de faire partager cette passion. Et il va nous expliquer un peu comment comment cette conversion artistique s'est faite, et puis essayer de nous faire rentrer dans ce monde un peu mystérieux de l'art abstrait, vu les cours de l'école du Louvre. Simplement, il y en a beaucoup qui, quand ils parlent peinture, associent ça plutôt à revêtement de sol. Il y en a beaucoup. Alors, c'est pas gagné, mais revêtement de sol, bon courage, et je suis sûr que tu vas. Alors, c'est pas gagné, mais Je remercie Christian de cette introduction magnifique. Ça fait partie des grands plaisirs dans la vie. Je remercie aussi Jean de Rodelec et Philippe François. C'est vrai, je les ai rencontrés et ils ont tout de suite adhéré à ce projet. À peu près unanimement. Et surtout, un grand merci à notre très belle Evelyne Sebag. Je ne pouvais pas imaginer, à 40 ans, vous retrouver les dirigeants ETP et puis parler de peinture. Ça, c'est vrai que... C'est ce que je dis à Jean Rossi, c'est vrai que je ne pouvais pas imaginer que 40 ans après, tu serais dirigeant et puis moi, je puisse vous rencontrer pour parler de peinture.
En tous les cas, c'est une grande joie effectivement, de vous présenter avec Catherine Méret notre approche. Donc je parle maintenant, on part directement dans cet exposé sur l'histoire de l'art abstrait. Donc c'est simplement, je n'interviens pas aujourd'hui en tant qu'expert ou historien patenté, conventionnel de l'art. Bon, je reste encore ingénieur, je suis encore plus ingénieur TP. Mais par contre, je vais vous présenter mon expérience en tant qu'amateur de peinture, puisque j'étais allé, et qu'en tant que peintre. Ne dites pas peintre amateur, parce que ça, j'aime pas ça. Donc amateur et peintre. J'ai commencé la peinture par curiosité. Je suis mis à la peinture parce que c'est vrai que j'allais dans les expositions, puis j'étais comme vous, je dis qu'est-ce que c'est que ces grabouillages, je vais peut-être y arriver. Donc je me suis essayé. Et puis j'ai été très rapidement fasciné par ce mystère de la création. C'est-à-dire essayer de comprendre comment avec des formes, avec des couleurs, on puisse traduire un sentiment, traduire une émotion. Et c'est vrai, ce n'est pas comme l'ingénierie. Alors on fait des études, on vous apprend des procédures, des instructions, on les applique, on le fait, et ensuite on le fait faire, et on corrige, et voilà. Là, il n'y a rien, on se retrouve face à soi, il faut aller le chercher, et personne ne vous dit comment le chercher. Alors par contre, j'ai des amis peintres, et je leur pose les questions, et comme ça. Et c'est pour effectivement répondre à ces questions, qu'est-ce que la peinture, comment peindre, comment juger de la peinture, que doit traduire une peinture, que je me suis rapproché des écrits, des parcours des peintres les plus célèbres, que ce soit de Cézanne, Pollock, en passant par Picasso. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter ce témoignage, le témoignage de ce que j'ai appris, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai ressenti et de ce que j'ai éprouvé, parce que la peinture est aussi une épreuve. Qu'est-ce que l'art abstrait ? L'art abstrait se définit par l'absence à toute référence à un objet identifiable. Voilà. Donc vous voyez des tableaux, les voilà. Bon, vous ne pouvez pas ni voir de petits canards, des petites fleurs. Il n'y a rien d'identifiable. L'art abstrait ne représente pas un mouvement, comme le cubisme, l'impressionnisme, l'expressionnisme, le dadaïsme, enfin le surréalisme. Non. C'est un changement radical dans l'histoire de l'art, en abandonnant toute référence à la représentation de la réalité. On ne veut plus représenter la réalité. Donc c'est un tournant, et c'est vrai, tous les mouvements ont une durée de vie de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Là, l'art abstrait, c'est un nouveau mouvement qui a été effectivement initié en 1910, et aujourd'hui, on fait encore de l'art abstrait. Pendant 2000 ans, la peinture était essentiellement figurative et représentait les événements historiques, les scènes religieuses ou mythologiques, les portraits d'hommes célèbres. Les thèmes et les techniques étaient dictés par l'Académie royale des Beaux-Arts, qui fixait les thèmes, les techniques, les règles de bon goût, tout ça. Tout était bien figé. On ne pouvait pas s'en écarter. À partir de 1840, à l'arrivée de la photographie, la peinture n'a plus vocation à représenter la réalité, puisque les photographes le feront mieux que nous. Donc, à partir de ce moment-là, 1840, les peintres vont abandonner toutes les règles et le conformisme académique. Ils vont commencer. Petit à petit, ils vont interpréter la nature, modifier, déformer, déconstruire, pour arriver, jusqu'en 1910, à la peinture complètement abstraite. Là, à partir de ce moment-là, la peinture abstraite n'est plus une reproduction ou une interprétation, mais devient une création à part entière. Une création à partir de quels outils ? À partir des couleurs, à partir des formes et à partir des traits. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Parce que c'est vrai qu'avant, je vous ai dit, on pouvait peindre, on pouvait représenter des événements, etc. Tandis que là, donc là, il y a eu des grandes interrogations. Il faut vraiment s'imaginer que tout ce dont je vous parle, c'est en 1900. Donc 1900, Catherine Méret vous montrera effectivement comment présenter la peinture. C'est une révolution énorme. Bon. Et alors, tous les peintres se sont posé la question, mais qu'est-ce que je fais en faisant de la peinture abstraite ? Alors, deux voies, pardon. C'est d'abord, maintenant, à partir de ce moment-là, les peintures ont pour objet de traduire les émotions du peintre.
et que va ressentir le spectateur. Alors qu'est-ce que c'est que les émotions? Eh bien, ça peut être les angoisses du peintre, ça peut être les plaisirs, ça peut être un rêve, ça peut être un sentiment de gaieté, de joie, d'amertume. Voilà, ça traduit un peu ce que vous ressentez quand vous écoutez de la musique, tout simplement. Voilà, et vous pouvez même arriver jusqu'à, c'est vrai, je vous le dis, jusqu'au syndrome de Stendhal, c'est-à-dire à arriver et pleurer devant une œuvre. C'est vrai que la dernière fois, il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, je suis allé au Musée des Arts Modernes pour voir Christopher Wool, et quand je suis arrivé, magnifiquement présenté, eh bien j'ai eu vraiment une émotion et la larme à l'œil. Je voulais prendre des photos. Je voulais prendre des photos parce que je trouvais ça magnifique. Elle m'a dit non, t'es où? J'ai dit comment? C'est pas impensable, on ne peut pas prendre de photos. Ça. Ah, passez-moi le directeur. Le directeur, il me dit oui, mais c'est pas ça, on ne peut pas photographier. C'est le peintre qui ne veut pas qu'on photographie. Du coup, je ne pleure plus devant les œuvres de Christopher Wool. Donc, traduire les sentiments, mais effectivement, les œuvres d'art aussi peuvent vous proposer une réflexion ou une autre vision du monde. C'est vrai. Là, je vais citer Guillaume Apollinaire. Les grands artistes, alors je parle des grands artistes. Les grands artistes ont pour fonction sociale de renouveler sans cesse l'apparence que revêt la nature aux yeux des hommes. Voilà, donc les peintres peuvent vous amener à voir la vie différente. Et c'est vrai, et on en est particulièrement conscient, dire tiens, la vie, on peut le voir différemment. Même Jean Rossi me disait c'est pas mal ton truc, parce que c'est vrai que ça me fait voir autre chose que du béton, et le voir différemment. Alors, les impressionnistes est né de l'association de différents artistes, tels que Monet, Renoir, Sisley, qui en 1874 se sont regroupés pour organiser leur propre exposition dans les studios du photographe Nadar. C'est vrai que ces peintres étaient un peu refusés du Salon d'automne, donc ils se sont regroupés pour présenter leur œuvre. L'exposition, pour vous situer, l'exposition présentait 30 peintres, 165 tableaux. Il dura 4 semaines et fut visité par 3500 personnes. Alors qu'à comparer aux 400 000 visiteurs qui visitaient le salon officiel. Comment a démarré ce mouvement, le mouvement le plus important des impressionnistes, l'a démarré assez modestement, puisqu'il n'y a eu que 300. C'est ce que je dis aux peintres, on peut démarrer doucement, Escugno peut démarrer doucement, et puis... Alors ces peintres se veulent avant tout les peintres du concret et du vivant. Ils choisissent des scènes et des personnages de la vie quotidienne, des prostituées, des serveuses de bar, on va le voir, ou des passants anonymes. Dans le mot impressionnisme, il y a de toute évidence le mot impression. Eh bien, c'est ce que veulent traduire les impressionnistes. Ils veulent traduire des impressions, ou même des atmosphères, le soleil, le vent, la gaieté, la tendresse, la familiarité. Et c'est ce que Catherine Méret va vous présenter maintenant, différents exemples de peinture impressionniste. Les impressionnistes se sont beaucoup inspirés des scènes de la vie quotidienne, ce qui était une nouveauté dans la peinture, puisque longtemps la peinture avait été académique et relevée en fait de notables qui souvent faisaient leurs portraits ou leur maison, etc. Donc là, c'est une serveuse de bar, effectivement, et ce tableau a été présenté à l'exposition de 1881 et a eu beaucoup de succès, même s'il a un petit peu choqué. Alors Claude Monet, tout le monde en a déjà entendu parler. J'imagine que beaucoup d'entre vous sont allés à Giverny, ont connu son rapport à la nature, puisque les impressionnistes aussi représentaient beaucoup la nature. Et alors, quand il a fait ce tableau, qui s'appelle « Impression soleil levant », il l'a peint au Havre, de sa fenêtre. Et puis, donc on voit bien qu'il a travaillé par touche, avec des traits. Et on lui a demandé, quand il avait fini ce tableau, de donner un titre au tableau. Alors, lui, il avait voulu peindre le port du Havre. Mais en même temps, il était un petit peu embêté pour appeler ce tableau le port du Havre. Donc il a dit, en même temps, j'ai donné mon impression. Donc appelons-le Impression soleil levant. Donc voilà, d'où le titre de ce tableau. Donc on voit que lui-même était en proie au doute et était dans l'expérimentation à ce moment-là. Edgar Degas était très intéressé par la danse et on voit dans ce tableau, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une multitude de perspectives et que Degas casse vraiment la façon dont on représente les choses qui sont extrêmement statiques sur un plan et
et qui s'inspire réellement du quotidien. Il passait beaucoup de temps dans les salles de danse à venir voir les petites danseuses, etc. Donc, sans aucune arrière-pensée. Et donc, il a vraiment travaillé à partir de croquis et on est dans une peinture beaucoup plus intuitive. Ça, c'est un tableau d'Auguste Renoir que j'ai choisi parce que, malgré tout, comme ces peintres étaient dans l'expérimentation, ils avaient par moments des doutes. Et alors, ce tableau est amusant parce que c'est une période où Renoir a fait beaucoup de portraits, et beaucoup de portraits de jeunes filles, qui est un thème assez académique de la peinture, le portrait, mais où on sent qu'il est quand même dans l'expérimentation impressionniste, puisqu'on voit que ses yeux sont dessinés avec 2 traits, sa bouche un peu de rouge. Donc on sent qu'il est à la croisée entre 2 techniques et 2 sensibilités, et qu'il avance progressivement dans cette recherche de l'impressionnisme. Celui d'après, qui est un tableau d'Alfred Sisley, un autre maître impressionniste. Alors celui-là, on l'a choisi parce que vraiment, il est symbolique de l'amour de la nature des impressionnistes. Donc on voit qu'il a travaillé avec des traits assez grossiers, les traits qui peuvent symboliser soit le vent, presque plus que le mouvement des drapeaux, à la limite, et aussi les traits qui symbolisent le mouvement de l'eau, de façon relativement abstraite d'ailleurs déjà. Le fauvisme est un mouvement qui se situe entre 1905 et 1910. Donc vous voyez, ça n'a pas duré longtemps. Cette expression est tirée d'un journaliste qui était allé voir une exposition de fauvistes et qui en est sorti, il a dit « ce sont des fauves ». D'où l'expression des fauvistes. Le fauvisme est caractérisé par la libération de la couleur. Les peintres ont recours à des larges aplats de couleurs vives, violentes. Les peintres privilégient les contrastes des couleurs, c'est des couleurs très contrastées. Alors, ce qui est très amusant aussi, ils séparaient la couleur de sa référence. C'est une révolution. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, vous voyez, un nez vert. Bon, vous avez vu, qui c'est qui a un nez vert ce soir? Bon. Donc, et tout ça pour réagir et pour provoquer et pour se mettre en provocation vis-à-vis des impressionnistes qu'on a vu tout ça, qu'ils jugeaient un peu doux. Donc, ils sont beaucoup plus... Voilà. Il revendique essentiellement un art fondé sur l'instinct. L'instinct. Alors là, je ne sais pas s'il s'agit d'instinct, mais c'est un tableau de la femme d'Henri Matisse, peint par Henri Matisse, qui a été réalisé en 1905. C'est le portrait qui lui a valu de s'imposer comme le chef de file du fauvisme. Alors effectivement, on retrouve dans ce tableau le traitement de la couleur, mais aussi l'empattement de la peinture, le travail assez grossier par le trait, et donc il est relativement symbolique de ce courant de peinture. Le deuxième tableau est un tableau que j'ai choisi à cause de la peinture, la couleur pure, qui mélangeait pas, il diluait pas, et donc on voit pas bien sûr parce que c'est une photo, mais c'est une peinture très matiérée avec pas mal de volume. Cette photo donc représente un tableau d'André Derain, donc qui est une vue de Londres. Alors là, pour le coup, on s'éloigne vraiment, la chaussée, les bâtiments sont peints en larges aplats, tandis que l'eau est traitée par des petites touches fragmentées. On retrouvera ça dans d'autres courants de peinture comme le pointillisme, et on est proche d'un style qui est un style néo-impressionniste, et bien sûr là on arrive un petit peu au paroxysme de la fantaisie des couleurs, puisque le ciel est rose, l'eau est jaune. Voilà. Et alors juste, je voulais vous montrer ce tableau de Paul Gauguin, qui n'est pas forcément connu pour être un maître du fauvisme, mais qui a emprunté beaucoup de codes du fauvisme, notamment dans la couleur, et qui va avec une citation qui dit « Un conseil, ne copiez pas trop d'après nature. L'art est une abstraction, tirez-la de la nature en rêvant devant et pensez plus à la création qu'au résultat. » L'expressionnisme, c'est un nouveau courant, et dans ce cas, le peintre souhaite exprimer ses propres sentiments, ses angoisses, ses douleurs,
Donc, en définitive, le sujet est secondaire. C'est essentiellement, l'expressionnisme est avant tout l'art de l'émotion. Alors, le grand précurseur de l'expressionnisme, qui n'est pas un expressionniste, qui est un impressionniste, c'est Vincent van Gogh. Donc, tu peux ce tableau, c'est un tableau qui a été réalisé 1 an avant la mort de Vincent van Gogh, alors qu'il était interné du côté d'Aix-en-Provence en asile psychiatrique. Vincent van Gogh a eu une vie très tourmentée et il représente vraiment le tourment de son esprit. Moi, c'est un tableau que je trouve magnifique parce qu'il est extrêmement onirique, il nous fait voyager et en même temps, il est très technique. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une parfaite maîtrise de ce système de traits qu'il utilise en tourbillon. Les couleurs sont très lumineuses et en même temps, il y a une détresse qui se dégage de ce tableau et qui lui donne une force extraordinaire. Et c'est un tableau qui nous aspire un petit peu dans la folie de Van Gogh. Bon, nous devons aussi parler d'Edvard Munch, qui est considéré comme le pionnier de l'expressionnisme, qui est un peintre norvégien, né en 1863 et décédé en 1944. Donc il traite effectivement de manière récurrente les thèmes de la vie, de la mort, de la peur. Voilà, c'est très... Voilà l'expressionnisme, les précurseurs de l'expressionnisme. Alors parlons maintenant de l'expressionnisme allemand. Alors là, on va commencer à arriver. D'abord, les ingénieurs TP, les dirigeants TP vont commencer à avoir peur, là. Ils vont déjà moins comprendre. Mais pourtant, là, on arrive dans des expressions que j'adore. Alors nous en parlons de l'expressionnisme et du mouvement Die Brücke. Die Brücke est fondé en 1906 à Dresde par 4 étudiants. Alors là je lis Kirchner, Haeckel, Schmidt-Rottweiler, Bley. Bon. Rejoint ensuite par Max Pechstein. Là, ce mouvement souhaite représenter un nouveau mode d'expression artistique et être donc il souhaite être un pont entre les nouveaux et les anciens. C'est pour ça un pont, d'où le terme Die Brücke. Ils sont méchants à l'époque. Le mouvement veut détruire les conventions, veut se libérer des contraintes académiques, veut faire éclater les structures. Les œuvres se caractérisent, Catherine vous le présentera très bien, par un dessin rapide, par des images violentes, par des formes tourmentées et par des couleurs vives. C'est le ressort de l'expressionnisme, c'est le choc, la provocation et l'affrontement. Il se préoccupe moins. Alors vous voyez, ça peut même se ressembler un peu au fauvisme, surtout par les couleurs, mais là, effectivement, ils s'occupent moins de la forme. C'est surtout, ils s'occupent moins de la forme. Vous voyez, par exemple, les fauvistes, quand on a vu, il y avait un dessin, tandis que là, vous verrez, ils s'occupent. Alors, je voudrais faire une citation pour vous expliquer un peu ce que c'est que l'expressionnisme allemand. Alors, je cite Pechstein. Vous pourriez dire ça à vos collaborateurs. Travailler, extase, écraser les cervelles, mâcher, dévorer, engloutir, mettre en désordre, douleur voluptueuse de l'enfantement, craquement du pinceau, enfoncer l'étoile avec jubilation, piétiner les tubes de couleur. Eh bien, c'est comme ça que je peins. Die Brücke, ce mouvement, au-delà de la peinture qu'ils produisaient, ils étaient aussi très motivés par l'idée du concept du carpe diem, c'est-à-dire qu'il fallait profiter de la vie, essayer d'être en harmonie avec la nature. Donc ce tableau, il illustre ça. Je ne sais pas si pour vous, c'est une représentation très claire de ce qu'on voit, mais il y a un nu devant, une femme nue, il y a un autre personnage dans un hamac et un homme debout. Et alors le hamac, par exemple, c'est assez rigolo parce que dans les tableaux de Die Brücke, il y a souvent des hamacs parce que pour eux, ça représentait la vie douce, l'harmonie avec la nature. Voilà. Donc le nu devant, on expliquait tout à l'heure que l'expressionnisme ne travaillait plus sur l'image et sur l'application du dessin. Mais là, effectivement, la chevelure de la fille rejoint une sorte de serviette qu'elle a autour d'elle. Ce tableau de Carl Schmidt-Rottweiler, alors là, on est sur un tableau qui nous ramène quand même beaucoup à l'abstraction. Lui, ce qu'il importe, c'est la couleur, l'énergie et surtout cette grande immensité orange qui donne de la profondeur au tableau et qui nous immerge dans une émotion liée plus à la couleur qu'à la représentation. Alors, le cubisme, l'un des grands, le grand précurseur du cubisme, c'est monsieur Paul Cézanne. Paul Cézanne est né en 1839
à Aix-en-Provence, d'une famille bourgeoise de province. Il est décédé en 1906. C'est sans doute le peintre impressionniste le plus difficile et le plus mal compris. Il a été d'ailleurs assez controversé et régulièrement refusé au salon d'automne. Ce sont en définitive surtout les peintres, ses amis les peintres, qui ont fait reconnaître, qui ont décelé ses intentions, nous parlons de ses intentions, et qui l'ont fait reconnaître comme un très grand peintre. Ces peintures ne seront que très rarement montrées au public. Ce n'est qu'en 1895, donc 9 ans avant sa mort, qu'il va avoir une rétrospective de 150 tableaux. Pour traduire effectivement l'incompréhension, je vous fais une citation d'Émile Zola, pour vous traduire un peu son incompréhension, je cite Émile Zola, « Tu es doué. Si tu voulais seulement soigner l'expression, tes personnages n'expriment rien. » Et c'est vrai. Cézanne se fâche et lui répond « Et mes fesses, est-ce qu'elles traduisent un sentiment? Est-ce qu'elles expriment quelque chose ?» Voilà. C'est pour montrer ça. En fait, le projet de Cézanne, ce n'est pas de traduire, alors on n'est plus dans l'expressionnisme, ce n'est pas de traduire des sentiments, c'est de décomposer un objet ou un sujet par des formes géométriques simples. Et là, vous le voyez très clairement. Ça, c'est la montagne Sainte-Victoire. Il a fait 80 tableaux de la montagne Sainte-Victoire. Donc, il s'est énormément appliqué à observer, à travailler, etc. Pour décomposer le paysage en éléments, en forme simple, en construisant la peinture autour de formes, autour de couleurs, qu'il va effectivement être l'initiateur, le précurseur de tout l'art moderne, c'est-à-dire de créer effectivement les moyens de la nouvelle peinture. C'est-à-dire qu'en ce cas, maintenant, la peinture n'est plus de l'imitation, n'est plus une représentation ou même une interprétation, c'est une création à part entière. Et c'est là l'apport énorme de Cézanne. Le cubisme est un mouvement qui s'est développé entre 1907 et 1914, initié à l'initiative de Picasso et de Braque, qui étaient les deux fondateurs de ce mouvement. Le cubisme apparaît comme une nouvelle étape dans la déconstruction. Nous avons vu que, par exemple, le fauvisme déconstruisait les couleurs, tapait complètement. Et bien maintenant, le cubisme va déconstruire les objets. Alors, le cubisme va donner à voir le sujet comme il y a plusieurs facettes, va permettre de le voir de façon multiple, de façon différente. Il va interpeller le spectateur. Ainsi, je vais vous faire encore une citation, parce que le mieux, c'est de prendre des grands maîtres pour les citer. Le cubisme a inventé un nouvel ordre de pensée dans la conception d'un tableau. Le spectateur ne se contente plus de jouir de ce qu'il voit, il devient lui-même acteur. Il imagine et crée un tableau en s'appuyant sur les caractéristiques plastiques des objets dont les formes sont esquissées. C'est en ce sens que je vous dis qu'effectivement, l'art n'est plus maintenant une formule de création, un art de représentation ou d'interprétation, mais de création. Par contre, dernière chose, ce n'est pas de l'art abstrait, puisque, effectivement, il représente quelque chose. Je te laisse montrer. Alors, juste comme on parlait des initiateurs du cubisme, le tableau Les Demoiselles d'Avignon, qui est un célèbre tableau de Picasso, juste de façon anecdotique, quand Henri Matisse, Derain, Braque et Apollinaire ont vu ce tableau, ils l'ont perçu comme ils l'ont qualifié comme un acte de terrorisme. Donc aujourd'hui, ça nous paraît relativement entendu, mais à l'époque, c'était extrêmement choquant. Et ce qui était choquant pour les spectateurs, c'était pas tant le sujet, puisque ce tableau peint des prostituées, ça encore, les impressionnistes l'avaient fait avant, mais c'est plutôt la forme du tableau. Et en fait, pour le public, ces prostituées apparaissent complètement mutilées. Et là, ça a créé une émotion au moment de la présentation de ce tableau qui était assez importante. Alors, là, on a une œuvre de Georges Braque, qui est aussi donc un autre peintre initiateur du cubisme, et en tout cas de l'énergie du cubisme. Alors, c'est le cubisme analytique. Donc là, en fait, ce tableau qui s'appelle Le Portugais, qui représente un personnage qui a été complètement déconstruit pour être reconstruit avec des sortes de petits cubes et montrer toutes les facettes du cube. Donc là, on est vraiment dans
d'après moi, dans le démarrage de l'abstraction, avec encore des figures, on va dire, réalistes. Par exemple, il y a de la typographie, on voit déjà des tendances du cubisme qui vont après se confirmer, mais on a vraiment une juxtaposition d'éléments, et on a aussi les teintes du cubisme, qui sont plutôt le gris, le noir, toutes les terres de Sienne, les ocres. On n'est pas dans la première période du cubisme sur une peinture très colorée, bien au contraire. Mais ça va changer assez rapidement. Et par exemple, ce tableau en est un bon exemple. Sur le cubisme synthétique, c'est un tableau de Jehan Gris qui est en fait un tableau. Donc le cubisme synthétique, on a eu un retour à la couleur, et il privilégiait les effets de collage, soit sur une toile. Là, en l'occurrence, c'est peint, mais c'est peint comme s'il y avait eu des collages qui avaient été juxtaposés sur la toile. Mais il y a eu aussi d'autres tableaux de Gris ou de Braque où ils ont vraiment utilisé des morceaux de papier journaux, des morceaux de bois qu'ils ont rajoutés sur la toile pour toujours donner cet effet multidimensionnel qu'on avait au départ sur les cubes représentés sur la toile de Braque, mais que là on peut avoir soit en prenant différents objets dont on prend que des portions, soit en utilisant différents matériaux. Donc là, on voit qu'il a réintroduit de la couleur avec le ciel. Et ça, donc, c'est une sorte de nature morte. Et le troisième mouvement, c'est le cubisme morphique, qui, lui, fonctionne sur la décomposition de la couleur, et presque comme les prismes de couleur, dont les principaux acteurs ont été Sonia et Robert Delaunay, qui étaient mariés, qui ont travaillé séparément et ensemble, et dont on peut voir de très belles toiles au Musée d'Art Moderne à Paris. Donc l'art abstrait, entre 1910 et 1930, est essentiellement incarné par Vassili Kandinsky, Piet Mondrian et Malevich. Alors, Kandinsky, on considère que la première œuvre abstraite est cette aquarelle datée de 1910. Même si on peut être contesté, parce qu'il peut y avoir peut-être d'autres œuvres de Kupka ou de Larionov qui pourraient être... Mais on considère ça. Alors, voilà comment Kandinsky explique comment il est arrivé à l'art abstrait. Moi, je voudrais que vous voyiez, par exemple, des photos de 1910, voir un peu comment ça se situe. On vous a montré tout à l'heure. C'est quand même révolutionnaire. Donc, il va expliquer comment il est arrivé à cet art abstrait. Un jour, il rentre chez lui après avoir peint toute la journée à l'extérieur. Il aperçoit chez lui un tableau qu'il juge d'une magnifique beauté. Il s'approche de ce tableau, il voit des formes et des couleurs dont il ne comprend pas la composition. C'est à peu près incompréhensible. Et effectivement, il s'aperçoit que le tableau était à l'envers. Le lendemain, il va essayer de retrouver toutes ces sensations. Il va essayer de refaire un tableau. Et c'est là qu'il va s'apercevoir que, effectivement, cette sensation, il l'a eue par des formes, par des couleurs. Et que traduire des objets nuit à la peinture, l'empêche de traduire ses sentiments. C'est-à-dire que le peintre, il doit chercher en lui ses sentiments, ses expressions profondes, pour les traduire sur la peinture et pour que le spectateur puisse se les approprier. Encore une petite citation, un peu plus compliquée à comprendre, mais qui vous situe effectivement, qui qualifie comment c'est la peinture abstraite. Adieu. Alors c'est Francis Kupka, qui est un peintre tchèque, qui s'exprime sur la peinture abstraite. Adieu, pauvre peintre, obligé de voler des costumes dans l'éloge des comédiens pour parsemer vos toiles de quelques taches de couleurs osées. Adieu, artiste décorateur, appliqué, à l'instar des tapissiers et des modistes, à harmoniser matière et objets colorés. Vous avez oublié que le sens des couleurs se trouve en vous-même. C'est là qu'il faut aller le chercher. Donc Kandinsky, dans le courant de sa vie, a eu plusieurs séries sur lesquelles il avait réalisé donc plusieurs toiles, certaines sur quelques années, d'autres sur de plus longues années. Donc il y a une série qui s'appelle Impression, une autre Improvisation et une autre Composition. La série Impression visait à retranscrire, d'après Kandinsky, une impression directe et spontanée, soit de la nature, soit d'un événement qu'il pouvait vivre. En l'occurrence, ce tableau,
qui s'appelle Impression 3 Concert, c'est effectivement ce que le peintre a représenté, c'est un concert qu'il a vu à Vienne en 1911. Et le public siffle, le concert ne se passe pas très bien, mais lui, il est bouleversé par ce qu'il a entendu. Et dans les 2 jours qui suivent, il peint ce tableau. Alors, effectivement, quand on le regarde bien, on voit que on a le public qui est vers la gauche, en arc de cercle, et on peut imaginer que la scène est plutôt sur la droite. Donc, on est dans l'abstraction, mais en même temps, pour lui, c'est plutôt l'impression et l'image qu'il a imprimée de toutes les émotions qu'il a ressenties pendant ce concert. C'est d'où l'intérêt de cette œuvre qui est assez symbolique de son passage de la figuration, parce qu'il faut savoir quand même que Kandinsky est un peintre qui a commencé par faire des paysages et des toiles extrêmement figuratives, dans la lignée russe, donc une peinture très onirique, très colorée, et qu'il est passé à l'abstraction assez tardivement finalement, puisqu'il avait déjà commencé à peindre assez tard. Ça, c'est la série Improvisation. Donc ça, c'est une série qui est plus liée, et l'objectif, c'est plus de traduire les émotions intérieures de l'artiste par rapport à des situations ou à des problématiques plus généralistes. Donc par exemple, la toile de droite, qui s'appelle Improvisation 28, elle est assez chaotique, assez violente, et le peintre dans cette toile a voulu montrer toutes les problématiques qu'on a par rapport à l'espoir, la rédemption et la spiritualité, donc le rapport à la religion et à la spiritualité de chacun. Et on a sur la gauche un espace qui est quand même assez chaotique et chargé, et sur la droite, on a cette petite colline avec cette église qui symbolise un peu l'espoir, la rédemption, tout à fait à la russe et au lyrisme russe. Donc voilà, donc ça c'est la série Improvisation. Et après on a la série des compositions qui, elle, s'est déroulée sur plusieurs dizaines d'années. Le peintre a peint des compositions toute sa vie. Et pour lui, ça ce sont des créations d'images sur lesquelles il travaillait à partir d'esquisses, il faisait des dessins préparatoires. Donc on n'est pas du tout dans la même démarche que dans les impressions et les improvisations, où c'était des choses beaucoup plus jetées. Donc là, c'est une toile qui date de 1923. On voit par rapport à la série qu'on a vue avant qu'en 10 ans, sa peinture a énormément changé. Et là, il travaille sur les couleurs, la correspondance du bleu qui est froid et du jaune qui est chaud. Il travaille sur les formes, avec la forme circulaire, qui pose un peu les choses et qui est synonyme de stabilité, alors que tout ce qui est triangulaire symbolise le mouvement. Et pour lui, aussi bien les couleurs que les formes correspondaient à des codes émotionnels. Là, on a une composition de 39, donc 16 ans après celle qu'on vient de voir, qui est beaucoup plus synthétique des différentes périodes de Kandinsky. On retrouve même, je dirais, un certain onirisme qu'on a connu dans ses œuvres figuratives de paysages. Il y a beaucoup de mouvements, c'est très coloré, et on a une partie qui est assez géométrique et une partie qui est beaucoup plus lyrique. Et enfin, ça c'est une toile de la fin de sa vie, où là on voit qu'il abandonne, qu'il revient à des choses beaucoup plus simples, puisqu'il travaille à partir d'un monochrome, et qu'il y pose des petits personnages hybrides qui flottent un peu dans les airs, et qui représentent une sorte d'apaisement du peintre dans sa recherche picturale. Alors, Malevitch et l'avant-garde russe, avec Tatlin, Larionov, Rodchenko, souhaitent une remise totale de l'art. Et voilà, ils abandonnent la culture traditionnelle et figurative qu'ils considèrent comme bourgeois. Ils correspondent effectivement à un esprit révolutionnaire de 1900. En 1915, Malevitch expose dans une exposition 010 39 toiles, sans aucune référence au réel, un art pur, immatériel, infini. Il aboutit, on va le voir, au carré blanc sur fond blanc, c'est-à-dire que là, Malevitch atteint les limites de l'abstraction et les limites de la philosophie. Là, on a une partie des toiles qui ont été exposées en 1915, donc en l'occurrence la croix, le carré rouge. Là, on a le carré noir sur fond blanc. Alors, cette toile en particulier était
exposé dans un espace, dans une galerie, où on l'avait mis dans ce qu'on appelait en Russie le beau coin, qui était dans toutes les maisons russes. On avait un espace, je pense qu'il y a encore beaucoup de maisons russes où il y a ça, où à l'angle, près du plafond, on mettait toujours une icône pour veiller sur la maison. Et lui met ce carré noir sur fond blanc à la place de l'icône dans la galerie, ce qui est une façon pour lui de casser complètement les codes sociétals et même les conventions artistiques de l'époque en Russie. En 1918, Malevich peint donc le carré blanc sur fond blanc, qui pour lui est vraiment l'aboutissement d'un art sans objet, ni aucune représentation. Nous parlons maintenant d'un très grand peintre, Piet Mondrian, qui est né en 1872 dans les Pays-Bas. Il est mort à New York en 1944. Pendant une première période, Mondrian peint des paysages et fait toute une série d'arbres et de plages aussi. Ensuite, il a été fasciné par Picasso et Braque. Il va lancer ses premiers tableaux qu'il appelle Plus et moins. C'est à partir de ce moment-là qu'il considère le début de son œuvre, par ces toiles, par cette abstraction. Ensuite, Mondrian va rencontrer Van Doesburg en 1915 et fonder la revue De Style. Là, ils redéfinissent les fondements de la peinture. Ils chassent toute référence à la nature, qui lui paraît impure, et vont dans une sorte de recherche de simplification et d'abstraction. Là, c'est eux qui définissent, ils définissent les stricts moyens, c'est-à-dire usage de peinture de couleurs primaires, jaune, rouge et bleu, et des non-couleurs comme le blanc et le gris et le noir, uniquement des lignes horizontales et verticales, des couleurs appliquées en aplat, et des formes qui sont essentiellement des rectangles. D'ailleurs, il faut... Alors, deux choses. D'abord, effectivement, c'est vrai que Mondrian était particulièrement absolutiste, c'est-à-dire qu'il s'est fâché. Alors, je le cite, parce que son ami Van Doesburg, il dit, on pourrait peut-être mettre des transversales, des diagonales. Alors Mondrian lui écrit aussitôt, après ta correction arbitraire du néoplasticisme, parce que tout ça s'appelait, toute collaboration, quelle qu'elle soit, m'est impossible. Ah, c'est clair, hein. Il y a de Rodelec qui fait un peu comme ça, chez CBC, il dit « Toute collaboration est impossible ». Tu as fait une diagonale ? Terminé. Donc, alors, il définit effectivement... Alors, ce qui est très important à savoir, c'est que Piet Mondrian et Van Doesburg font de la peinture, mais ne font pas de la peinture pour la peinture. Ils font de la peinture parce qu'ils considèrent que c'est le chemin vers l'architecture. C'est-à-dire que la peinture n'a même plus de raison d'être, elle devrait se traduire par l'architecture. Je crois que j'ai une citation. Van Doesburg déclare, « Nous avons donné la vraie place à la couleur dans l'architecture et déclarons que la peinture, séparée de la construction architecturale, c'est-à-dire le tableau, n'a aucune raison d'être. » Le tableau n'a plus aucune raison d'être. Donc ils arrivent... Et il faut savoir aussi qu'il essaie de définir que les barres verticales représentent la masculinité, le travail, etc. Les lignes horizontales, la féminité, l'harmonie et la mer, et que c'est la correspondance de ça qui arrive à une certaine harmonie. Et donc, mais par contre, c'est vrai que sachez qu'il est quand même précurseur de tout l'art moderne, de toute l'architecture moderne, etc. Ça, c'est une reconstitution de l'atelier de Mondrian. On voit que c'est aussi clair autour de lui que dans sa tête. Voilà. Il est cohérent, il n'y a pas de tableau. Voilà, c'était dans le 14e arrondissement. Et voilà, ça c'est le mouvement de style qui est né notamment de peintres, à partir de peintres comme Mondrian, et qui reprend un peu la citation que vous a fait Gérard Escougnou sur le fait que la peinture n'est finalement qu'une étape vers l'intégration de l'art dans l'environnement et notamment dans l'architecture. Donc on voit la maison Schroeder, là qui est à Utrecht, qui a quand même été construite en 1924. Donc
On voit que c'était extrêmement précurseur à l'époque, y compris en termes... Alors on voit que ça s'illustre par le design aussi, ça s'est décliné donc, dans le design. Là sur la droite, vous avez l'aubette qui était un concept extrêmement novateur et très poussé, donc qui a été fait à la fin des années 20 à Strasbourg, qui était en fait un immense complexe de loisirs avec un club de danse, des restaurants, enfin une sorte de grand centre commercial à la fin des années 20, construit par Van Doesburg et Hans Arp et sa femme, et qui existe toujours d'ailleurs à Strasbourg. Voilà. Bon, maintenant, nous allons passer l'art abstrait à Paris. C'est vrai, bon, vous avez compris que tous les centres de créativité de l'art abstrait se situaient à Moscou, Berlin, Munich et les Pays-Bas. Donc, dans toute l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est. C'est vrai qu'à l'arrivée des dictatures de Staline et de nazis, eh bien, tous ces peintres ont été chassés. Donc, la plupart sont venus soit à Paris, soit aux États-Unis. Donc, par exemple, Mondrian est arrivé à Paris, Kandinsky aussi. Mais c'est vrai, il faut se dire que pendant cette période, l'art abstrait à Paris n'était pas très bien perçu. Donc, il restait très, très modeste. Par contre, ce que l'on veut vous souligner là, assez rapidement, parce que ça ne nous intéresse pas beaucoup, c'est que tous les peintres de l'époque se sont mis dans l'abstraction. C'est-à-dire c'est les peintres, qu'ils étaient dadaïstes, surréalistes, cubistes, ont toujours essayé d'aborder l'abstraction. Donc tu peux montrer. Ou dans le sens contraire, sont partis de l'abstraction pour aller vers la figuration, ce qui est le cas de Picabia, qui était dadaïste et qui, vers la fin de sa vie, a fait un travail très figuratif. Ou Delaunay, qui avait commencé en 1906 par un travail proche de l'impressionnisme et du pointillisme, pour aller donc vers ce dont on parlait tout à l'heure, le cubisme morphique et donc des représentations de cercles qu'il a travaillé une bonne partie de sa vie, ou Miro, qui lui a toujours été dans un univers assez onirique en fait, mais on voit aussi là qu'au départ, il était quand même beaucoup plus dans la figuration. Donc voilà, c'est pour vous montrer que l'abstraction, même chez les grands maîtres, a toujours été un questionnement très fort dans leur travail et que ça a toujours été remis en question en fait tout au long de leur travail. Après la guerre, c'est vrai qu'à Paris, l'Europe est exsangue, mais c'est vrai que l'art abstrait avait beaucoup de difficultés à se présenter. C'est vrai qu'à Paris, on ne voyait que le cubisme, le faubisme, le dadaïsme et le surréalisme. Bon, et l'art abstrait avait beaucoup de mal à se présenter. Donc l'art abstrait se présentait par trois tendances. La peinture traditionnelle française, que vous allez voir, l'abstraction géométrique et l'abstraction lyrique. Donc là, on a effectivement des peintres un peu connus de l'école de Paris, qui était une école d'après-guerre, qui aujourd'hui est assez déconsidérée, en fait, dans l'histoire de l'art. L'abstraction géométrique, parce que, voilà, tout le monde a vu ou a dans son inconscient des œuvres de Vasarely, ça correspond bien à la fin des années 60, et là aussi, on ne peut pas s'empêcher quand même de faire un parallèle. On est en 1968, donc voilà, avec l'évolution de la société. Et puis, ça, j'ai mis cette photo parce que c'est intéressant, parce que c'est quand même dans cette période-là, dans les années 70, qu'on voit aussi une certaine démocratisation de l'art, ou en tout cas l'art faire un pont avec l'entreprise, qui est un de nos objectifs aussi. Et en fait, ça, c'est une fresque murale qui est chez Renault, à Boulogne-Billancourt. Et à cette époque-là, notamment, beaucoup d'artistes contemporains sont intervenus dans les locaux des grandes entreprises pour réaliser des œuvres. Alors à l'époque, ils n'étaient pas extrêmement connus et très cotés, mais aujourd'hui, ce sont pour la plupart des peintres connus et reconnus. Voilà. Oui, ça, alors il y en a encore quelques-uns, voilà. Donc là, on est sur Hartung, qui est donc un des maîtres de l'abstraction lyrique aussi. Soulage, voilà. Polyakov. Donc voilà, Georges Mathieu, qui lui était vraiment un militant de l'abstraction lyrique et qui a beaucoup milité, créé de manifestations et essayé de créer des collectifs pour qu'on reconnaisse l'abstraction lyrique made in France. Très bien. Bon, c'est à partir de maintenant que je vais vous émouvoir, que je vais vous faire pleurer et que je vais vous faire découvrir l'art abstrait.
tout ça, ce n'était que des préliminaires. Là, maintenant, nous arrivons dans le magnifique. C'est la plus belle photo que je puisse trouver, les peintres qui sont pour moi, les maîtres de l'art abstrait. Bon, alors, donc c'est donc l'école de New York entre 1950 et 1960. Jusqu'en 1935, aux États-Unis, aucun peintre n'émergeait. On se demandait même si les États-Unis pourraient un jour rivaliser avec l'Europe. Bon, c'est en 1935 que, après le New Deal, le programme, le WPA, d'ailleurs on devrait s'en inspirer peut-être aujourd'hui pour renouveler, le Works Program Administration, a programmé d'énormes travaux, a fait, alors là vous êtes contents, 110 000 écoles, 100 000 ponts, tu te rends compte ? 800 km de route. Quelque chose. Bon. Donc ça, c'est le WPA pour donner du travail aux chômeurs. Et dans cette administration, il y avait le FAP, le Federal Art Project, qui a permis la réalisation, qui a passé des commandes aux peintres, qui a pu la réalisation de 17 000 sculptures, de 108 000 peintures, qui a développé l'enseignement artistique et tout ça. C'est pas vrai, Martin, si l'État nous passait des commandes, achetait des trucs, si les entrepreneurs s'y foutaient un peu, ils seraient heureux. Hein. Et bien là, les États-Unis l'ont fait jusqu'en 1939, parce qu'en 1939, là, ils ont dit, attends, c'est un repère de communistes, on arrête tout. Donc, mais, coup de chance, la croissance et la prospérité a pu prendre le relais. C'est-à-dire que les musées, il y a eu énormément de musées, la fréquentation des musées a augmenté, les collectionneurs, les cercles de collectionneurs se sont élargis, et puis c'est vrai que les musées passent des commandes, mais aussi les entrepreneurs. Pourquoi ? Parce qu'ils voyaient dans l'art un moyen de valoriser leur image. Vous avez compris ? Eh bien, faites comme eux. Donc, voilà comment, dans quel contexte ces gens-là ont pu émerger. Alors, la deuxième, c'est vrai que... Alors là, je vais vous dire un truc important. C'est vrai qu'à l'issue de la guerre, bon, il y a eu un traumatisme et des désillusions. C'est-à-dire qu'après la guerre... La bombe atomique, il y a eu une désillusion. Alors là, maintenant, l'art, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'a plus vocation à transformer la société. C'est fini, ça. Les Malevich, même les Mondrian qui veulent faire... Non, maintenant, la peinture maintenant, marque ça. Maintenant, la peinture marque un goût de la liberté, un individualisme, et voilà, ils veulent complètement lâcher les règles. C'est effectivement la traduction énorme entre la sensibilité et l'action. Voilà. C'est des œuvres qui vont complètement... C'est une autre dimension. Quand vous allez voir l'école de Paris, et là, les nouvelles œuvres, c'est une autre dimension. C'est un art brut, c'est un art qui s'affiche à tout le monde. Voilà. Et les peintres veulent absolument représenter leur personnalité propre. Alors le premier, le maître, Jackson Pollock, avec sa femme, Lee Krasner, parce que les peintres ont toujours besoin d'une épouse. Il est né en 1912 dans le Wyoming. Alors Wyoming, c'est paysage fantastique, les Indiens, un espace sauvage et tout ça. Et c'est le plus jeune de 5 enfants, père alcoolique, et lui alcoolique à 15 ans. C'est vrai que tout de suite, il va bénéficier. Donc, il va faire ses études à New York, et puis il va effectivement bénéficier du soutien du WPA dont je vous parlais tout à l'heure. Il est très inspiré, il va être inspiré, il rencontre un critique, John Gran, qui va lui faire découvrir les peintres français, qui va pouvoir l'initier. Mais il a été aussi tout à fait influencé par les Indiens. Il a vu par exemple une exposition au MoMA, c'était des Indiens, je ne sais pas si c'était des Navajo, qui faisaient une peinture au sol, c'est-à-dire dans une formule chamanique. Ils peignaient au sol, ils mettaient le... Voilà. Et après leur exposition, ils détruisaient la peinture. C'est là qu'il a pris conscience que c'était le fait de peindre qui était plus important que la peinture. D'où la notion de action painting. C'est plus l'action qui est importante que le peindre. Pollock fait sa première exposition en 1943 dans la galerie Guggenheim. Peggy Guggenheim, qui l'a beaucoup soutenu, qui l'a suivi. Et là, Piet Mondrian assiste, et je cite, « J'essaie de comprendre ce qui se passe. » Parce que c'est vrai que, bon, comme vous allez voir, vous essayez de comprendre. « Je crois que c'est la chose la plus intéressante que j'ai vue jusqu'à présent en Amérique. » Là, après, il va se marier avec Lee Krasner. C'est là qu'il va se réfugier, qui l'entraîne à Long Island, pour effectivement la protéger contre son alcoolisme. Et c'est là qu'il fait les plus belles œuvres. Pollock
Tout à fait, tu as raison. Pollock est considéré comme le premier et le plus médiatique des artistes abstraits. Le premier. Bon. En 1950, le magazine Life titre « Pollock est-il le plus grand peintre vivant ?» C'est vrai que son comportement, sa peinture, son expressivité, la vitesse, ont construit une image mythique, un peu comme James Dean en même temps, de l'artiste typiquement libre, sauvage et plein d'énergie. Voilà ce qu'il a traduit. Et c'est vrai que ces peintures représentent une force, un dynamisme et aussi une sensibilité. Alors son style, pas de croquis, il est très concentré, peinture assez fluide, il peint au sol, c'est des jetés de couleurs et des trucs qu'on appelle le dripping, et il peint sur des rouleaux à plat, et il fait le cadrage ensuite, c'est pas mal d'ailleurs, il fait le cadrage en plus, la pratique s'appelle all over. On parle de Willem de Koning, il est né à Rotterdam en 1904, il arrive à 21 ans aux États-Unis. Il vit un peu d'expédient, il vit à Greenwich Village, c'est là où il rencontre effectivement ces peintres abstraits, Pollock, et il est l'un des représentants de l'action painting, qui est un style qui consiste à donner de violents coups de brosse et de couteau. Voilà. Alors ça, juste une petite, ça s'appelle Les Femmes, The Woman. Alors c'est vrai qu'il a été très critiqué pour cette femme, parce qu'il présentait la femme un peu de façon très agressée et très négative. Philippe Solers répond « Ces femmes sont hargneuses, féroces, elles sont surtout désopilantes. » J'ai trouvé que ça pouvait me suggérer, me faire des émotions. Et voici un autre exemple de son travail où on voit effectivement vraiment une violence dans la gestuelle qui caractérise en fait l'action painting. Donc, voilà. Et ça, alors c'est assez amusant parce que c'est des tableaux beaucoup plus récent, ou on va dire plus sur la fin de sa vie. Et là, on voit qu'il est allé vers une sorte pour épurer son œuvre et retenir et le geste, mais aussi créer une sorte de mouvement. Donc, moi, je trouve toujours fascinant de voir à quel point, dans l'œuvre d'un artiste, on évolue vers des choses qui sont souvent de plus en plus simples, en fait. Mais c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile à faire. Mark Rothko, dès en 1903 en Lettonie, il émigre en 1913 aux États-Unis pour retrouver son père. C'est essentiellement un intellectuel, un universitaire, un intellectuel. Il acquiert la nationalité américaine en 1908. Donc lui, il va se démarquer de l'action painting, c'est-à-dire qu'il se refuse, il connaît bien effectivement Jackson Pollock, mais lui, il veut présenter une façon beaucoup plus méditative de peindre, une façon beaucoup plus harmonieuse. Son style s'appelle le Colors Fields Painting, des champs de peinture colorée. Ce peintre traduit une certaine quiétude, une certaine harmonie devant un monde anxiogène. Alors, je vais vous le citer, ce coco-là, parce que je trouve, pour comprendre. Alors, ces réponses, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'un critique est arrivé, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, moi je peux le faire, je vais peindre en rouge, passez-moi un truc. Bon. Alors, il répond, nous favorisons l'expression simple de la pensée complexe. Nous sommes pour la grande forme, parce qu'elle possède la force de l'univoque. Nous voulons réimposer une image plane. Nous sommes pour les formes planes parce qu'elles détruisent l'illusion et révèlent la vérité. C'est une idée très répandue, parmi les peintres, par Martin, que le sujet importe peu du moment qu'il est bien peint. Telle est l'essence de l'académisme. Il n'est pas vrai que l'on puisse faire une bonne peinture à propos de rien. Nous affirmons que le sujet est essentiel et que le seul sujet qui vaille la peine est le tragique et l'éternel. Voilà pourquoi nous revendiquons une affinité spirituelle avec le primitif et l'archaïque. Voilà toute la notion, toute la profondeur de mon Rothko. Clifford Steele, né en 1904 au Dakota. Il connaît effectivement, c'est un grand ami de Mark Rothko, donc il travaille effectivement dans le même esprit qu'on appelle le courant color field, des grands formats, des aplats de couleurs, des contrastes. Sauf que lui, il introduit du noir. On voit
pour justement donner encore plus de contraste. Donc, voilà. Gottlieb. Alors Gottlieb est né en 1903 à New York. Alors ces peintures s'apparentent un peu, effectivement, il est très inspiré par les Indiens, alors peut s'apparenter soit à des paysages abstraits, soit à des représentations de forces antagonistes. Il est très en référence avec des sujets indiens, des sujets paysages imaginaires. Paysages imaginaires, ou alors des représentations de forces antagonistes, c'est-à-dire le ciel, le terre, tout ça. Assez mystique, contrairement aux apparences. Bardet Newman, grand. Vous voyez les hein, chez CBC Service, ça serait pas mal ça pour l'entrée. Ça serait chic. Alors c'est sûr que... Alors bon, Bardet Newman, est né en 1905, fils d'émigrés juifs polonais. Il fait des études de philosophie. Il se met à la peinture, mais enfin là il va tout détruire la peinture. C'était essentiellement un écrivain et un critique. Et là, il se remet effectivement à la peinture, et toutes ces peintures représentent un fond peint, laissant apparaître la toile au fond, et présentant une césure verticale qu'il appelle le zip. Le spectateur peut prendre conscience de l'être humain devant un tout. C'est-à-dire qu'on voit la personne, l'identité, devant un tout. Est-ce que vous êtes charmé par ces... Non, pas trop. Alors vous allez être charmé par John Mitchell, qui est une peintre, une femme peintre qui a vécu surtout à peindre. Alors là, je la cite elle-même. Ma peinture n'est pas une allégorie, n'est pas une histoire. Elle ressemble davantage à un poème. Lisez un poème. Elle a habité à Giverny, Joan Mitchell. Et on voit beaucoup de concordance avec le travail de Monet. Tombly. Tombly fait partie de la deuxième génération des peintres abstraits. Donc il fait souvent des grabouillages, on dirait des trucs d'enfants. Voilà, de toute façon générale, on aime ou on n'aime pas. Alors ça, c'est une sorte de scène peinture que, vous voyez, c'est l'une des premières peintures qui présente le doute. Toutes les autres peintures étaient d'une force indestructible et présentée. Là, Tombly présente un doute. Vous voyez le doute ? Franz Klein, c'est un peintre et tout ça, mais je vous le dis simplement, il a été très très inspiré par les ponts, les tunnels, les bâtiments, les moteurs, les chemins de fer, etc. Il a été très inspiré par ça. Alors, c'est pour ça que je voulais présenter, mais j'aime beaucoup ça. Alors, c'est vrai que certains disaient que ça pouvait ressembler à des calligraphies chinoises. Alors il a dit non, c'est pas du tout chinois, parce que les calligraphies, effectivement, ce sont de l'encre sur un fond blanc, tandis que là, moi je fais du noir sur du blanc, mais je fais aussi du blanc sur du noir. Le développement de l'art abstrait après 1960. Je veux juste vous montrer des images de peintres qu'on peut aujourd'hui voir dans des galeries, dans des musées, dont certains sont encore vivants et d'autres récemment décédés. Donc voilà. Donc, le paysagisme abstrait, Olivier Debré, le monochrome, donc Yves Klein, voilà, le fameux bleu Klein, mais il a fait plein d'autres choses. Alors bien sûr, ça, franchement, montrer des images de ce type de tableau, c'est un peu... Oui, c'est dommage. C'est presque, oui. Voilà, encore un autre peintre qui faisait du monochrome. Ça, c'est le peintre dont vous parlez tout à l'heure, Gérard Escognou, Christopher Wool, qui ne veut pas qu'on prenne ses œuvres en photo. Donc c'est peut-être pour ça que la photo n'est pas terrible. C'est pas ça que j'avais vu. Et Albert Hollen, donc ça, ce sont des peintres contemporains qui sont vivants et dont on peut acheter les œuvres. Voilà, ça c'est le tachisme et le cinétisme. Il faut savoir que le cinétisme est un courant qui date des années 50-60, mais qui revient bien en force, et il y a beaucoup de peintres du cinétisme, notamment en Amérique du Sud. Voilà, ça c'est une autre support surface, donc c'est un autre courant des années 60. Voilà, le minimalisme. Voilà, Buren fait partie du minimalisme, même si son exposition actuellement au Grand Palais n'apparaît pas vraiment minimale, mais... Maintenant, c'est les conclusions. Je voudrais vous dire deux choses. D'abord, comment, parce que je vous vois de temps en temps un peu perplexe,
Je vais vous dire comment voir une peinture abstraite. Alors, je cite Pardet Newman. Quand vous rencontrez... Enfin, je ne cite pas parce que non, c'est-à-dire que vous devez regarder une œuvre d'art comme vous voyez une personne. Vous voyez, il faut que vous la voyez d'une façon générale. Et vous êtes tout de suite attiré ou pas. Ne vous forcez pas si vous n'avez aucun sentiment, aucune relation. Bon, vous devez avoir effectivement une première approche, un premier sentiment. Comme vous voyez une personne, comme je vois Philippe André, ah tiens, il me plaît, etc. Bon. Et alors après, alors vous n'allez pas rester avec vous dire, il me plaît pas et tout ça. Non, vous allez essayer de comprendre pourquoi ça vous plaît, pourquoi ça pas. Alors je vous invite à aller visiter avec votre femme parce qu'elle va dire moi j'aime pas, essayez de comprendre pourquoi vous aimez pas. Et c'est là le grand mystère de l'art, c'est que vous allez vous apprendre à vous connaître. Et puis donc c'est vrai que vous allez essayer de comprendre pourquoi, où est l'artiste, quel âge il a, où il travaille, qu'est-ce qu'il a influencé, etc. Et vous allez petit à petit vous allez avoir une approche et un sentiment et un grand plaisir à voir les œuvres. C'est vrai que dernièrement, dimanche, je suis allé dans une exposition. C'est vrai, je pense que j'ai vu des tableaux très art contemporain, etc. Je pense qu'il y a un an, j'aurais pas du tout aimé. Maintenant, ça m'a plu, ça m'a fait voir, effectivement, ça m'a fait imaginer, tiens, c'est vrai que la vie, elle est un peu comme ça, on peut la voir différemment. Donc, alors moi, je vous dis comment j'analyse un tableau. Premièrement, je l'analyse. Bon, la première chose, c'est un aspect émotionnel. Bon, est-ce que ça vous prend? Est-ce que ça vous prend pas? Est-ce que bon. D'ailleurs, ne soyez pas plus intelligent. C'est comme la musique. Vous n'êtes pas en train de vous faire tout un cinéma sur la musique. Bon, ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Bon. Après, ça peut aussi vous raconter une histoire. Par rapport, vous vous appropriez le tableau. Vous allez vous approprier le tableau et donc vous racontez une histoire qui est personnelle, qui est peut-être pas du tout celle du peintre. Vous avez aussi, c'est vrai, alors ça je vous le dis, c'est vrai que les peintures peuvent effectivement vous faire voir, c'est ce que je vous dis souvent, la vie un peu différemment, d'un autre angle, vous apporter quelque chose, vous faire voir différemment. C'est vrai qu'un Pollock me fait voir la vie trépidante. Voir, tiens, c'est une sorte de comment on dit, bon, je le dirai tout à l'heure, un fil qui sort, comment ? Un labyrinthe, voilà. Un labyrinthe dans lequel on ne sort pas, où on a du mal à sortir. Voilà. Rothko vous amène une sorte d'inquiétude. Barnett vous demande, vous fait voir quelle est la position de l'homme devant l'infini. Donc, et puis c'est vrai que certains tableaux aussi vous font rencontrer des peintres, parce qu'ils ont une telle force de persuasion, d'énergie, etc., vous fait rencontrer des peintres. Donc voyez-le plus simplement possible, et vous en retirerez un plaisir énorme, quoi. Je veux dire, alors donc il y a une petite initiation. Allez-y, faites-vous rencontrer, faites-vous expliquer. Alors, je voudrais vous dire simplement maintenant un tout petit mot sur les théories sur l'art. Alors, les théories, elles présentent 5 familles, ça, on identifie. Alors là, c'est des savants, c'est les mecs, comment ils vous expliquent. Ce qui ne me sert strictement à rien, parce que moi, c'est simplement émotionnel, une histoire, une approche, et après, effectivement, j'essaye de comprendre. C'est le formalisme, c'est l'étude des formes. Quelles sont les formes, quelles sont l'harmonie des formes, comment elles se présentent, donc... quels sont les contrastes, le chaud, le froid. Donc on peut effectivement analyser un tableau sous sa forme formaliste en étudiant les formes que le peintre a choisies. Une étude structurale, quels sont les outils qu'il a choisis, quelle est la composition du tableau, quels sont ses supports et la composition du tableau. Bon. Ensuite, après, la phénoménologie de l'art. On pourrait parler d'abord de la psychologie de l'art, c'est-à-dire quels sont les sentiments que va traduire l'œuvre. Donc, essayez de traduire. Qu'est-ce que le peintre a voulu traduire et qu'est-ce que le spectateur ressent. La psychologie de l'art. La phénoménologie de l'art. Comment le peintre a pu traduire ses sentiments et comment vous pouvez les percevoir. Donc c'est très savant, donc il y a des discours, vous n'y comprenez rien. Bon. Et la sociologie de l'art, dans quelle mesure, comment la société a influencé l'artiste et comment même l'artiste peut influencer ou être précurseur de la société. Donc ce sont sur ces 5 classes qu'on établit la théorie sur l'art. Par contre, alors c'est vrai que ça c'est inverse de ce qu'on fait, parce que nous les ingénieurs, on fait les théories avant et on les applique. Bon, en art, le peintre peint et ensuite on fait les théories. Bon, donc c'est un peu différent. J'ai maintenant un grand
un grand plaisir, je voudrais vous faire découvrir le plus largement possible la peinture, auprès des entreprises et auprès du plus grand public. C'est vrai, je souhaiterais sortir la peinture de son carcan élitiste. Je souhaiterais, parce que c'est vrai que personne ne rentre dans une galerie, le milieu de l'art est quand même très fermé. Donc je voudrais l'ouvrir le plus possible. Je pense que les entreprises peuvent accompagner leur communication interne et externe par l'intermédiaire de l'art. C'est vrai que je pense que le contact des artistes que je vais vous présenter, eh bien, est un apport très important. La culture du beau, montrer des valeurs de beau, je pense que c'est extrêmement positif pour une entreprise. Montrer d'autres variantes, montrer aussi d'autres regards, d'autres vies. Donc je souhaite deux choses. Faire connaître la peinture le plus largement possible aux entreprises et au grand public. Je souhaite effectivement pouvoir faire rencontrer les peintres et le milieu professionnel. C'est un grand projet de vous faire venir et de susciter l'acte d'achat. C'est-à-dire que maintenant, je pense que l'achat de peinture est... Bon, les gens n'achètent pas de peinture, n'ont pas ce réflexe, et c'est pourtant un achat affectif extraordinaire. Imaginez par exemple que vous ayez le tableau de Martin Reynaud chez vous, celui-là par exemple, ou celui-là chez vous, dans votre bureau, ça change la vie, quoi. Je veux dire, dans votre bureau, la dernière fois je suis allé chez un hôtel avec des petites... je veux dire que... Et, par contre, effectivement, il faut que vous preniez le tableau qui vous plaît, qui vous ressemble, que voilà, vous n'êtes pas obligé, mais c'est quand même magnifique. C'est aussi un achat économique très intéressant parce que y a des... C'est extraordinaire, quoi. Il y a des conditions fiscales, enfin je ne sais pas si Hollande va y revenir, mais pour l'instant il y a des conditions fiscales, vous les avez pratiquement gratuites. Donc vous faites un patrimoine sans... Bon. Et puis c'est aussi un lieu aussi, c'est aussi un choix économique pas mal. Bon, sachez que par exemple, comment elle s'appelle, DSK, sa femme, Anne Sinclair a sauvé DSK parce qu'elle avait des tableaux. Donc si vous voulez sauver vos petites filles, vos filles, achetez des tableaux. Hein. Bon, et puis c'est vrai. Comment ? Gardez-les. Anne Sinclair, elle est bien contente. Elle en vend un de temps en temps, là. Vendez un petit escugnou dans 20 ans, tant que votre fille, elle sort de prison. Tranquille. Si vous ne l'avez pas acheté, vous aurez plus de mal. Et puis c'est vrai, dernière chose aussi, c'est que c'est un achat affectif, c'est-à-dire que moi je commence à rencontrer ces peintres ont des très grandes valeurs. C'est vrai que de temps en temps, ils sont un peu chiants, ils ont un ego, enfin, bon, ils sont un peu durs, je veux dire. Bon, sauf Martin qui est une perle, qui est un malais, mais il y en a d'autres, dis donc. Mais ils ont quand même des grandes valeurs, ils ont quand même des grands courages, et c'est vrai que, des fois, ils ont un peu une vie difficile. Donc, dans la mesure où on pourrait leur faciliter la vie et leur donner un peu d'argent, ça serait très bien. Je voulais aussi vous présenter le travail que vous voyez là, qui est le travail de Martine Reynaud, qui est ici avec nous ce soir. Alors, Martine est un peintre d'origine argentine, vous allez très vite le comprendre avec son petit accent. Ça fait une vingtaine d'années qu'il vit à Paris, mais il vit entre Paris et l'Argentine. Il a un atelier des deux côtés. Là, il rentre juste de Buenos Aires, où il a participé à une foire d'art contemporain qui s'appelle Arteba, et où il a obtenu le prix Chandon, qui est un prix qui est décerné à travers 200 galeries. Donc voilà, il y a un commissariat de critiques qui passe dans toute la foire auprès de 200 galeries et qui choisit une œuvre parmi les 200 galeries et tous les artistes représentés. Et je voulais peut-être que tu nous expliques un petit peu comment tu te positionnes, toi, vis-à-vis de l'abstraction, et comment est-ce que tu expliquerais un petit peu ton travail, en quelques mots. Bonjour. D'après l'exposé de Gérard, on peut comprendre que l'abstraction, c'est toute une langue, un langage qui s'est développé au fur des décennies, non ? Et aujourd'hui, c'est pas pareil être un peintre abstrait qu'il y a 50 ans. En 1950, Pollock, de Kooning et Rothko, ils avaient une quête et un défi que les peintres d'aujourd'hui n'ont pas vis-à-vis de l'abstraction. Non, on a acquis l'abstraction, on est grandi avec les œuvres de ces artistes-là. Non, alors, la situation est tout à fait différente. Mais de toute façon, on a profité un peu une dimension nouvelle qui s'est ouverte dans la peinture, notamment, pour continuer à la développer, comme une langue qui continue un peu à s'exprimer différemment au fur et à mesure que le temps avance. Ce sont des peintures qui sont basées à l'eau.
Et c'est l'eau mon médium de travail. Non? À chaque fois, l'eau est placée d'une manière différente sur la feuille ou sur les papiers, parce qu'ils sont des peintures sur papier. Et c'est à partir de ces, on va dire, de parcours de l'eau que la peinture va se faire. J'essaye un peu de minimiser, c'est un peu à l'opposé de ce qui faisait les expressionnistes, j'essaye de minimiser mes sentiments et ma subjectivité pour laisser la place à l'eau d'exprimer un peu le parcours qu'elle peut faire sur la feuille. Et je suis un peu dans une démarche de nier tout cet héritage dont l'artiste était un peu les dieux de l'œuvre pour essayer que ce soit des éléments qui ne sont pas forcément moi-même et qui puissent réaliser l'œuvre que je mène. Et c'est pour ça que dans toutes ces œuvres, vous allez voir un peu comme l'eau peut agir sur la surface pour créer une logique différente à chaque fois. Non, ce qui est sûr, c'est que, comme je vous l'ai dit, je suis fasciné et addict à la peinture parce que c'est un phénomène que, c'est vrai qu'en étant ingénieur, on a des procédures, on les applique, on les comprend, on va les contrôler, on procède à qualité, on a des instructions, etc. Là, c'est quand même extraordinaire, quoi. Je veux dire, on est devant une feuille blanche. Enfin, moi, je parle pour moi. On est dans un cadre blanc, on travaille, et c'est extraordinairement difficile. Mais par contre, quand la peinture se révèle, et quand elle se révèle, c'est une joie immense, que je veux dire. Et puis après, on se réveille le lendemain matin, tu dis merde, c'est raté. Donc on recommence. Mais aller chercher, parce que c'est assez amusant, c'est vrai que aller chercher au fond de soi-même, je comprends un peu ce que disait, moi je suis de la vieille école, je suis un peu comme Kandinsky, aller chercher au fond de soi-même ce qu'on veut et de traduire l'élément, parce qu'il n'y a pas à tortiller quand même. Les peintures, elles ressemblent à ces mecs, hein. Je veux dire, il est très aquatique. Je crois que quelque part, pas que de l'eau, hein. Enfin, il est liquide. Je pense que de toute façon, on fait quand même toujours un peu les portraits de soi-même, non, avec ce qu'on fait.